Comme on a dit, Bezrat Hashem, on a avec le Raphaïm, que Dieu lui donne la bracha, la tzlacha, où il est, on a décidé que dans la Choule de Drancy, on va faire un cours hebdomadaire, tous les lundis soirs Tania. Et Be'ashgacha Min Hashamayim, ça commence cette semaine avec la Haskara de votre papy qui s'appelle, j'ai tout de suite le nom, Gisèle Bat Rachel, maman pardon, Gisèle Bat Rachel. Et voilà, c'est tout et Ashgacha, on sait très bien que tout est Min Hashamayim, chaque chose dans le monde, c'est fait, voilà, tout est Ashgacha Pratit. On va prendre juste un tout petit support, mais ça c'est pour la boisson. Ah. Juste pour un peu expliquer c'est quoi le Tanya? Tout le monde parle de Tanya. C'est quoi le Tanya? Tout le monde est attaché, Baruch Hashem, il a une force qu'il est attaché à Hashem. Chaque juif, il a tous l'aïmouna. On va raconter une petite histoire pour illustrer ça, pour donner une petite idée. C'est deux frères juifs, pas des frères biologiques, qui sont en Russie ensemble. Et ils étudient, ils grandissent ensemble, ils deviennent des jeunes, et ensuite ils se séparent, leur vie se sépare pour chacun, pour un autre avenir. Un, il est parti en USA, c'est-à-dire en Amérique, et un, il est resté en Russie. Celui-là qui est resté en Russie, il galérait un peu la parnassa. Après 10-15 ans, il galérait, il avait Baruch Hashem une grande famille, il devait marier ses filles, ses garçons, etc. Il avait une petite famille à marier, et celui-là qui est en Amérique, qui était le copain intime quand il était jeune, ils étaient les deux de base de Russie, alors il avait Baruch Hashem une grande fortune. À l'époque, dans les années 20, début 20e siècle, il connaissait, il savait qui était quoi, alors il avait entendu que mon ami intime, qu'on a grandi ensemble, lui, Baruch Hashem, il a fait une très très grande fortune. Moi, par contre, j'arrive pas à marier mes enfants, j'ai pas d'argent, etc. Qu'est-ce qu'il fait? C'est un bon juif, il dit, je vais prendre le chemin pour aller rencontrer mon ami intime pour qu'il va m'aider pour les marier les enfants. Il fait ça, il parle. Il arrive où il est Moshe Koshonovitz. Un nom. De toute façon, les noms russes, ils sont toujours Itz, comme Itch, Iselevitch. Koshonovitz, il est sur Manhattan, sur 33 Street, sur la 33e avenue. Il a une grande entreprise, une grande société, etc. Ils vendent de la fourrure, très riche. Très bien, tout content, il va, super confiant. En dessous, il va pour sonner Mr. Moshe Koshonovitz. Comme ça, il dit Moshe Koshonovitz. What? Il a compris que ça s'appelle plus Moshe, il s'appelle comment? Moses. À l'américaine, ça y est, c'est plus le Vénu, maintenant le Moshe que tout le monde connaît, c'est Moses. C'est-à-dire que déjà, il se trompe sur le premier nom, sur le premier prénom. Alors, Moses. Quel Moses? Non, Moses. On ne rentre pas chez le patron comme ça. Quelqu'un, il est devenu très riche, il ne reconnaît plus tout le monde, mais il dit c'est mon copain, c'est my friend. Et comme ça passe du temps, il commence à tourner un petit peu à côté de trucs, il essaye de trouver un endroit où dormir, il n'a pas beaucoup d'argent, la communauté, il va se faire inviter, mais il insiste chaque jour, et il arrive à le trouver, enfin, en train de sortir du bâtiment, ce grand Moses, il arrive, il mousine des gardes du corps. Moshe, il lui dit Moshe. L'autre, il se tourne, il le voit, et il continue sa route. C'est-à-dire que même c'est un ami qu'ils ont grandi avec, et vraiment toute leur jeunesse, ils étaient comme ça y est, il ne le reconnaît plus. Il est très 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 vexé, très très peiné. Il a décidé de faire un truc bizarre. C'est un juif, il a toujours la chorma, comme on dit chez nous. Il a décidé de faire la chose bizarre. Il a réussi à rentrer dans le bureau de ce Moshe. Il ouvre la porte et il dit « Tu vas mourir demain. » Et là, c'était le jour J. Il devait partir en bateau, il devait retourner en bateau. C'était au début du XXe siècle, c'était les bateaux. « Tu vas mourir demain. » Et là, Moshe, ce Moses qui était en fait Moshe, il se retourne.
Et il lui dit, quoi? Et il lui dit, quoi? Ah, non, mais de l'autre côté. Ok, non, c'est pas grave. Il dit, quoi? Je vais mourir demain. Il regarde comme ça sa montre, ce riche là, ce Moshe. Il regarde, il dit, what do you think? C'est quoi? Et là, il commence à parler avec son copain, la langue guide. Qu'est-ce que vos oxtos? Il commence à se rappeler qu'en fait, de base, il était copain et tout. Et l'autre, qu'est-ce qu'il lui fait? C'est lui qui regarde son copain. Il dit, l'autre, Yaakov, on va l'appeler. Yaakov, il regarde avant, il dit, moi, je dois partir. Je ne peux pas te répondre. Non! Il essaie de l'attraper. Ça veut dire quoi? Il dit, non, je dois partir. J'ai un bateau, j'ai le truc. Vraiment, dans quelques heures, j'ai le bateau. Il le montre là. Mais je t'en prie. Il dit, mais je te donne tout. Ah, tu me donnes tout? Il se retourne et lui dit, j'ai 5 filles à marier. Tu es prêt à donner pour les 5 filles, les 5 enfants? Ah, bien sûr que je te donne. Combien? 20 000 $, 25 000. Je les prends. C'est moi, je marie. Chacun 5 000. C'est moi que je les prends. Mais raconte-moi pourquoi tu dis ça? Il s'assoit comme ça. Il dit, écoute-moi bien. Moi, je viens avec un bateau. Moi, dans le bateau, à l'aller, j'ai failli mourir. J'étais très, très malade. J'ai pris 3 semaines pour arriver en Amérique, pour aller te voir à toi. Et à un moment, j'étais tellement malade que j'ai demandé au docteur, c'est quand le moment où tu sais que bientôt tu vas partir? Et le docteur, il m'a dit un mot, one statement, un mot, mais qui m'a marqué. Et que maintenant, je te le dis à toi. Quand tu reconnais plus les gens autour de toi, quand tu as un juif que tu as grandi avec lui, tu as fait toutes tes années de jeunesse avec lui, et l'argent lui est monté à la tête, et il ne te reconnaît plus, ça veut dire que c'est la fin. Et là, à ce moment-là, il a percuté, il a commencé à avoir des larmes. Il ne lui a pas donné seulement 25 000, qu'est-ce qu'il lui a donné? Il lui a donné encore plus. Il a compris, il a fait une teshuva, en espace de quelques instants, en espace de quelques minutes, de cette histoire-là, il a compris qu'en fait, il est dans le faux. Il est dans le faux parce qu'il s'est oublié à force, tu sais, les choses, le matériel, les choses, etc. Il s'est complètement évadé de l'essentiel. Et ça lui a fait, cette prise de conscience, ça lui a fait qu'il a complètement reset, comme on dit, il a complètement mis sa vie en ordre et dans le bon chemin. Le Tanya, c'est justement un livre qui va montrer à la personne qui il est vraiment. On se perd. On a une vie, on a des choses dans la vie où on ne sait plus où on est. On ne sait plus où on est, on ne sait plus où mettre les choses importantes. On ne sait plus où mettre notre intention. On ne sait plus où mettre, et on ne sait plus. Le Tanya, il te dit, tu sais, je vais t'expliquer, pas qu'est-ce que tu dois faire, je ne vais pas t'expliquer qu'est-ce que tu dois faire, mais je vais t'expliquer qui es-tu, à l'image de ce Moses qui est devenu Moshe et qui s'est rappelé qu'en fait, c'est un copain intime, mais qu'on juste l'argent lui monte à la tête, qu'il ne se rappelait de plus rien. On se rappelle de qui on est. Et c'est normal. Le Balatania nous dit qu'on est des juifs et qu'on des fois on se perd, parce qu'on est dans un monde matériel. Et il va tout simplement donner une idée claire de qui on est pour qu'on arrête de se perdre. Qu'on s'appelle Yaakov, qu'on s'appelle Aryeh, qu'on s'appelle Moshe, qu'on s'appelle Yehuda. Chacun d'entre nous, il a une identité. Et cette identité-là, c'est le Tanya Kaddish, ce sacré Tanya qui nous montre et qui nous donne cette force exceptionnelle. Comment arriver à notre... On va commencer depuis le début. Et je veux lire qu'une ligne. Après, ceux-là qui doivent partir, ils partiront. Et je vais continuer avec ceux-là qui restent. Comme ça, je ne veux pas chas v'shalom. En tout cas, c'est les Ilou Nishmat, comme j'ai dit, Gisèle Badrachel, et une grande refouach lema pour Pinchas Ben Yentel. Aujourd'hui, on va travailler sur la première page. Aujourd'hui, on travaillera sur la première page du Tanya. Ça s'appelle L'Ikouté Amarim. C'est juste une petite page de préface. Alors, bien sûr que quand tu rentres, tu prends un livre. Pas nécessairement, tu es obligé de regarder le début. Le début, c'est pas important. Il y a beaucoup de fois, tu prends des livres, le début, c'est lui qui l'a écrit, l'autre qui l'a fait, etc. Mais étant donné que ce livre-là, l'écrivain du livre, c'était un homme que chaque lettre était important. Quand il a écrit la préface, elle a la même importance, et voire plus important que le contenu même. Parce qu'il te donne le plan de qu'est-ce que je vais arriver, qu'est-ce que je fais, pourquoi je te crée un livre déjà. C'est quoi mon but de ce livre-là? Là, je vous ai donné
Celui qui veut, il peut le lire en entier. C'est vraiment la phase préface, c'est la phase préface du Tanya. C'est le premier livre, et c'est dans la première page. Si vous voulez, je vous donne où ça se trouve. Celui-là qui veut le lire, c'est où la préface du Tanya. Juste montrez-moi comme ça, je vous dis quelle page c'est, celui qui a. Voilà, là, l'avant-propos, c'est ça? Préface du Rabbi, c'est ça. Alors il est ici. Voilà, 11, c'est plutôt 11, oui. Page de garde. Premièrement, Rabbi Shneur Zalman, il commence, et encore une fois, chaque lettre dans ce livre-là, il a des fois réfléchi 6 semaines pour une lettre. Rajouter cette lettre ou pas rajouter cette lettre. Et c'est un génie, il n'avait pas besoin de ça. Parce que c'est d'une précision et d'un poids, chaque lettre et chaque mot, très très élevé. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment s'arrêter sur chaque mot. Ceux-là qui, voilà, et on va Bezrat Hashem, il est filmé, alors ceux-là qui pourront pas rester jusqu'à la fin, on va envoyer le replay. Il commence comme ça. Sefer Likutei Amarim, c'est un sefer de recueil de paroles. Alors là, directement, tu vois, c'est qui l'écrivain. Il ne va pas du tout se mettre en avant. Il dit, moi, je fais que prendre des écrits. Moi, je suis qu'une personne qui est là pour venir prendre et éclairer qu'est-ce qu'il y a déjà. Je ne viens pas faire des nouveautés, mais je viens juste donner une lumière à des écrits qu'il y a déjà. Il faut savoir que le Rabbi Shneur Zalman était dans le 19e siècle, début 19e siècle, fin 18e siècle, c'est fin 1700, début 1800. Le Tanya, il y a quelque chose qui n'est pas compris? Non. Le Tanya était un livre qui s'appelle un livre de Chassidut, mais quand ce livre-là est sorti, les gens n'ont pas compris qu'est-ce qu'il allait faire. Alors il te dit, voilà, c'est tout d'abord avec une immense humilité, il dit, je suis juste un recueil de paroles, et on va voir de qui, quelles paroles, il va dire après, mais j'ai que recueilli, j'ai juste pris des textes qu'il y a déjà, exactement ici. C'est des textes qu'il y a déjà, mais j'ai mis une clarté, j'ai mis une lumière à ces mots qu'il y a dans ce Tanya-là, à ces écrits qu'il y a déjà. On va voir c'est qui ces écrits-là. Et il continue. Chelek Rishon, c'est juste la première partie. Comme vous voyez bien, dans les coffrets ici, il y a plusieurs livres. C'est la première partie du Tanya. Et comment je l'ai appelé? Anikra Sefer Shel Benoni, qui s'appelle le livre des gens moyens. Alors, tout d'abord, je demande une question. C'est quoi ton prénom? Yaakov. On a des Yaakov ici, parce que c'est tous la même tribu. Yaakov, quand je dis, Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'doro. Quand je dis que je te demande une question, quand je dis un homme moyen, pour toi, qu'est-ce que tu imagines l'homme moyen? Qu'est-ce que ça veut dire l'homme moyen? Hein? L'homme moyen, oh, ça j'aime. Il est entier. Quelqu'un en moyen, quand tu parles dans le monde profane aujourd'hui, c'est quoi moyen? Il n'est pas au 16e ou les Valois. Ok, il a Drancy. Voilà, Drancy. C'est quelqu'un qui est là. C'est ni high class, c'est ni low class, et c'est moyen. Mais maintenant, étant donné que c'est un livre qui quand même parle des choses spirituelles, la service de Dieu, alors il ne va pas parler des gens dans le terme moyen comme nous on imagine moyen dans l'argent, mais il va parler du moyen dans le service de Dieu. Alors je te demande, je repose la question à toi, Yaakov, qu'est-ce que ça veut dire dans le service de Dieu, l'homme moyen? Traditionnaliste. Hein? Traditionnaliste. Magnifique, parfait, tu as dit. C'est l'homme, un jour comme ça, un jour où il fait un petit péché mignon là-bas, un jour il va à la tefila, il demande pardon à Kadosh Baruch Hu, un homme qui fait ça, moyen, il est ni sacré, Benoni, comme ça il dit, Sefer Shel Benoni. Je m'adresse maintenant à la communauté générale. Je ne m'adresse pas à des gens tzadikim, des gens sacrés, ou ni à des gens impies, je m'adresse à des gens moyens. Mais la différence, elle est, et sur ça je vais rectifier, que ce n'est pas du tout comme ça que lui définit dans ce livre l'homme moyen. Pas du tout. Lui, dans son livre, va définir l'homme moyen. C'est l'homme qui est irréprochable par rapport à son comportement. Alors, pourquoi on l'appelle moyen? Parce qu'il a envie de faire des bêtises. Parce qu'il a quand même l'âme animale qui est dedans. Mais il est irréprochable. Il n'y a pas de péché mignon chez lui. C'est pas un petit péché là-bas, un petit péché là-bas. C'est un homme qui est à la perfection dans son comportement. Tu comprends? C'est un Sefer Shel Benoni. Mais alors, tu vas dire, oui, mais... Qui dans la salle ici, il est irréprochable? Moi, le premier, dans 2 minutes, je ne sais pas qu'est-ce que je veux dire, je ne sais pas ce que c'est cachère. Personne n'est irréprochable.
Elama, seulement qu'est-ce qu'il faut dire? Il dit comme ça, moi je vais viser la masse des Juifs, okay? La masse, c'est-à-dire la généralité qu'un Juif, de manière générale, il a le mauvais penchant. Il a une âme animale. Moi je vais parler pour ces gens-là. Mais sans jugement aucun. Et je serai là pourquoi? Pour donner des conseils à un homme comme ça. Comment? Pour devenir un homme qui est irréprochable dans son comportement. Ça veut dire qu'il va parler à des gens que de base on est oui irréprochable, oui avec des faiblesses, mais je veux te rendre l'homme moyen irréprochable. Pourquoi? Parce que tu vas maximaliser ton potentiel, c'est-à-dire qui tu es, en t'expliquant qui tu es, tu vas comprendre ton être véritablement, et là tu vas devenir le vrai homme moyen, qu'il est irréprochable dans le sens du péché. Seulement quoi? Seulement il ne s'est pas encore débarrassé de son mauvais penchant. C'est ça l'idée de l'homme moyen. Ça veut dire c'est tous en fait. On est tous comme ça. On se lève, on va dormir, on a toujours ce bipolaire entre nous. Parce que quand tu vois des juifs, il y en a qui disent mais vous êtes bipolaire comme ça, un jour comme ça. Mais c'est normal qu'on est bipolaire. On a deux instincts à l'intérieur. On a le diable, on a le bon côté. Et on est comme ça constamment en train de... Et il va t'expliquer comment diriger cette bipolarité-là qu'on a tous et te rentrer à la case d'un homme irréprochable, même avec ces deux instincts à l'intérieur de toi. Ça, c'est pour ça qu'il tout de suite il dit, c'est un livre, ne fais pas d'erreur, c'est pas un livre pour les justes, c'est pas un livre pour les rachins, mais c'est un livre pour les gens moyens. C'est un livre qui parle pour tout le monde. D'ailleurs, juste une parenthèse que je la ferme tout de suite, il avait fait un livre pour les tzadikim, mais qui ne l'a pas tenu. Il avait fait un livre qui s'appelle Sefer Shel Tzadikim, mais qui a brûlé. Ça n'a pas tenu ce livre-là. Parce qu'on n'est pas dans un monde où il y a des tzadikim. On est dans un monde où les gens, de manière générale, ils ont les deux instincts, et c'est ça qu'est-ce qu'il va maintenant vraiment développer sur cet être-là. Nice. Maintenant, Melukat mipi sofrim, je pense que vous pouvez, si vous devez partir. Hein. Mais voilà, Melukat mipi sfarim, mipi, c'est pour vous. Hein. Melukat, c'est d'abord un recueil, mipi sfarim. Ok, mipi sfarim, c'est-à-dire j'ai recueilli, comme il a dit au début dans le titre, l'écouter Amarim, c'est un recueil de paroles. Alors il répète, il dit, exactement. Melukat, c'est un recueil, j'ai recueilli mipi sfarim, de livres ou mipi sofrim, et des gens qui ont enseigné. Alors c'est qui ces livres et c'est qui? J'ai recueilli de certains livres et certaines personnes qui ont enseigné. Là, il va faire référence à des choses bien précises quand il parle de livres ou des enseignants. Les livres, il s'est basé, le premier livre qui s'est basé, c'est sur le Maharal de Prague. Vous avez sûrement entendu sur le Maharal de Prague. Maharal de Prague, c'est quoi le Maharal de Prague? Le Maharal de Prague, vous savez, à Prague, vous allez à Prague, à Tchécoslovaquie, vous allez voir un monument, un rabbin qui se trouve comme ils ont fait de ça une statue, où en fait, il a créé le premier, si on peut dire robot, un homme qui bouge sans une âme. Il a fait comment on appelle ça? Ça s'appelle le golem. Et on peut voir en Tchécoslovaquie, jusqu'aujourd'hui, il y a plein de monuments sur le golem. Le Maharal de Prague a fait une vingtaine de livres ou une trentaine de livres sur le côté ésotérique dans la Torah, c'est-à-dire sur le côté profond de la Torah. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Lui qui était la 7e génération de ce tzaddik-là, il a dit, moi je veux me baser sur les écrits de mon aïeul, plus qu'un aïeul, parce que c'est cette génération, et je vais développer qu'est-ce que le Maharal a dit. Okay, de base, le Maharal, il était dans le 15e siècle, et lui, il est dans le 18e siècle. Alors on a quelques centaines d'années, près de 200 ans qui séparent entre eux. Alors moi, j'ai basé mon livre sur, tout d'abord, le Maharal de Prague, et sur qui? Sur un autre qui s'appelait, un autre livre, le Shalo. Shalo, c'est les initiales de Shnei Luchot Habrit. C'est un très très grand tzaddik qui a rentré dans les secrets de la Torah. Alors on a les deux, on a le Maharal et le Shalo HaKadosh. Sur ça, j'ai basé mon livre. Et aussi sur des enseignants. C'est qui les enseignants? C'est le Baal Shem Tov et le Maggid de Mezrich. C'est les enseignants, c'est-à-dire c'est ceux-là que lui, il a pu voir, et c'est le maître de celui qui a pu voir. Il a comme ça une base de données, comme on dit, une base de données extraordinaire il va maintenant pouvoir commencer à travailler sur le Tanya. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut le Tanya? C'est quoi son but au Tanya? Ok, on a compris que c'est pour des gens, il est très très structuré, même la préface, elle est de manière ordonnée, de manière étonnante. Tout de suite, d'abord, il t'explique que c'est un livre qui recueille seulement. Deuxième chose, il va s'appeler le livre des Bénonis, c'est des gens moyens.
mais pas qu'on a dit moyens financièrement, pas moyens dans le sens des petits pémichés mignons comme ça ou des trucs, mais des gens moyens, c'est-à-dire des gens, je veux te rendre Benoni dans le sens où je veux te rendre, ou maximaliser qui tu es, puisqu'on est tous des gens moyens. On a les deux penchants, alors on s'appelle les gens moyens. C'est-à-dire la norme des personnes, mais les rendre des gens extraordinaires. Troisième chose, ce recueil est basé sur des tzadikim qui s'appellent le Maharal de Prague et le Shnei Luchot Abrit, dont mes enseignants, qui s'appellent le Baal Shem Tov et le Maggid de Mezrich, Rabbi Dov Ber, et là il va dire qu'est-ce qu'il veut avec le Tanya. Qu'est-ce qu'il veut avec le Tanya? Il dit comme ça, je vais d'abord baser tout ce Tanya-là sur une parole, parce que je vais prendre tous ces écrits et je vais les éclaircir pour un but. Ça sert à quoi qu'un homme, il vient, il éclaircit des choses? Il doit avoir un but. Je veux arriver à vous faire comprendre par ces écrits-là qu'il y a un passouk dans la Torah, qu'il y en a plein qui le lisent et que jamais on s'arrête dessus. C'est quoi le passouk? Vous connaissez la chanson qu'on dit dans les 12 psukim que les Chabad ils font dans les Gan Israël. Ki karov elecha davar meod beficha u bilvavcha la'asoto. On était tous au Gan Israël, ce petit-là il est au Gan Israël. C'est un inyan. C'est quoi ce passouk-là? D'où il vient ce passouk-là? Il vient d'une paracha dans la Torah qui dit quoi? Hachem il dit comme ça. Cette chose-là, elle est très proche à toi. Quelle est cette chose-là? Torah et mitzvot. Torah et mitzvot, c'est très très proche à toi. Pas proche, très proche. Kikarov, proche. Elecha adavar meod, très proche. Beficha, donc qu'est-ce qui concerne la parole, c'est-à-dire dans l'étude que ça réfère à la parole. Beficha, ou bilvafra et dans tes sentiments. La asoto est dans l'action. C'est-à-dire qu'un juif, Torah et mitzvot, que ce soit parole, sentiment et action, tu es très proche à ça. Et là, tout le monde demande la question. Là, je le vois, il est en train de Yaakov Gamberger. Mais quel proche? Moi, je suis proche à qu'est-ce que tu me donnes la fin du mois? Est-ce que tu me donnes 2000 ou 5000 ce mois-là? J'ai besoin de savoir, j'ai besoin de remplir mes banques. Sur ça, je suis très proche. Je me réveille avec ça et je vais dormir avec ça. Est-ce que cette affaire, cette opération, elle va réussir ou elle ne va pas réussir? Sur ça, je suis très proche. Parce que sur ça, je n'ai pas besoin de faire d'efforts. C'est comme ça que ça vient. C'est un instinct qui doit être, comme on dit, l'instinct vital, on doit survivre ou vivre. Ça dépend les degrés d'argent qu'on a. Et ça, je suis très proche. Je suis proche à la Torah et les mitzvot, je suis proche à vouloir dire des paroles de Torah dans la Mishnah et Gemara, je suis proche à ressentir le bon Dieu, surtout le ressenti. Le ressenti, c'est quelque chose de complètement étrange. Il y a dans les mitzvot, les 613 mitzvot, les premières mitzvahs, c'est de ressentir Dieu, aimer Dieu, craindre Dieu. J'ai ça, je sais pas, c'est pas si évident que ça, on va dire. Et là, tu me dis quoi? Elle est pas seulement proche, elle est très proche à toi. Et ça, c'est étonnant. C'est étonnant que la Torah, elle constate que chaque juif, il est très proche à l'ensemble de la pensée, la parole et l'action. La pensée, c'est lié au cœur. C'est pour ça qu'il dit Bil Vafra à ton cœur, parce que tu penses que tu ressens. Et c'est très proche à toi de ressentir le bon Dieu. C'est très proche à toi de parler constamment des choses que la Torah elle veut que tu parles. C'est très proche à toi d'agir en sa fonction. Alors je te demande, c'est très proche, Chaim? C'est très proche à toi? Oui, tu sens que c'est très proche pour toi? Comme ça, tu sens les choses? Parce que t'es un tzaddik. T'es un Benoni, pardon. T'es un Benoni. Non, Benoni, tzaddik, c'est encore un autre niveau. En quoi, je te demande la question, en quoi c'est très proche à toi? Qu'est-ce que ça vient naturel chez toi? Qu'est-ce que tu ressens naturellement? Personnellement, qu'est-ce que je ressens naturellement? J'ai pas envie de dire ça, je me fais honte. Je sais pas, qu'est-ce que tu ressens? Moi, naturellement, quand on dit proche, ça veut dire qu'est-ce qui vient naturellement? Qu'est-ce que tu ressens de manière naturelle? Qu'est-ce que tu ressens? Ça s'appelle proche. Mais quand c'est pas quelque chose qui tu ressens naturellement, ça s'appelle pas proche à toi. Et comment la Torah, elle dit sur les choses qui sont le ressenti, bilvafra, comment elle dit sur l'action, sur la... Il y en a qui se bagarrent pour les tefilines, tu les vois, ils mettent pas les tefs jusqu'à le soir, tu dois truc, machin. Pourquoi? Ils te disent, mais je sais pas, j'ai oublié, etc., etc. Ils se bagarrent, ils ont des fois des épreuves, ils veulent manger du kasher, du pas kasher. Et c'est des questions. Si ça aurait été très proche à toi, c'est même pas une question, je mange que kasher, mais strictement kasher, avec la théouda, etc. Si ça aurait été très proche à toi, les tefs, c'était le matin, quand je prends le café, je mets les tefs avec ressenti et je ressens quelque chose de Dieu. Alors c'est proche ou c'est pas proche? Et là, il te dit, la Torah, elle te dit quoi? Elle te dit, elle est très proche à toi, cette histoire-là. Ce concept-là de Torah et mitzvot, c'est très proche à toi. Mais il n'y a pas de rachat chez les juifs. Hein? Il n'y a pas de rachat chez les juifs. Alors bravo. Que tu mettes tes filines ou pas, Au copain, que tu manges kasher ou pas, que tu te drogues ou pas, oh. que tu... Écoute-moi, non, je parle pas de... Je m'en fous, c'est pas ça que je parle. Non, je dis oh. Je veux dire, parce que là, hein, il dit pas... Tu as raison, qu'est-ce que tu dis? Il n'y a pas de rachat, il a dit une très bonne chose. Je vois que Yaakov, il est très éveillé dans le cours. Il n'y a pas de rachat. Rachat, un juif, c'est écrit... À Kadosh Baruch Hu, c'est pas parce qu'on fait pas Shabbat, mais un juif, tu me parles de Dupsukim, je vais te faire rappeler dans le livre, il y a Chiadanu, Morenu, Rovenu, bon bref. Un juif, même s'il travaille par exemple Shabbat,
il fait des erreurs, il va toujours faire, il va pas sortir choix, mais toujours il dit à Kadosh Baruch Hu, il faut que tous les jours on dit avec la grâce de Dieu. Je me lève le matin, je fais mon schéma, je vais aller travailler. Il n'y a pas de. Ouais. Même si je suis pas. Quand on est bon, pas pour moi, je suis pas chômage Shabbat, tu vois. Mais, il y a une conscience de progression. Mais on aime la Kadosh Baruch Hu, on adore. La seule chose, tu sais quoi, je vais te dire un truc, j'aurais aimé rester avec toi du tête à tête jusqu'à minuit. Comme Moshe il a dit, de toute façon on a le temps ce soir, on peut faire brigner, etc. Il m'a juste dit, elle est où le mashk? C'est ça qu'il m'a dit, il est où la bouteille de l'Echaim? Moshe m'a demandé ça. C'était lui le Moshe. C'est lui le Moshe du début. Mais en tout cas, voilà. Voilà, il est en train de... Qu'est-ce qu'il dit? Elle est vraie. Il n'y a pas de rachat dans le peuple juif. C'est écrit dans une Mishnah claire. Quelqu'un il va dire, ouais, t'es rachat, t'es pas rachat. Qu'est-ce que c'est écrit dans la Mishnah? Masechet Sanhedrin, dans je ne sais pas quel chapitre, mais un des chapitres, à la fin, dans les pages 90, dans la Gemara, dans le Talmud, c'est écrit Kol Israël yesh lahem chelek le'olam haba. Pourquoi? C'est écrit que chaque juif, il a une partie dans le monde futur. Regarde qu'est-ce qu'il dit la suite. Chez Nehemar, parce que c'est dit Ve'amer et ton peuple, Kulam tzadikim. Tous les juifs sont des tzadikim. On a tous une partie dans le monde futur. On va tous ressusciter dans le monde futur. Pourquoi? Parce qu'on est tous des tzadikim. Alors, tu as raison, Yaakov. La seule chose que là, j'ai envie de comprendre, c'est que là, quand la Torah elle dit ça, elle parle par rapport à Torah et mitzvot. Elle parle par rapport à l'action, elle parle par rapport à la parole de Torah. Elle parle par rapport à un juif, tu le vois dans le marché ou tu le vois dans le business. Avant de te parler de son truc, il dit, t'as vu le cours qu'on a fait hier, etc. Il parlait de ça, la Mishnah, mais je comprends pas, c'est quoi son truc, etc. Les lèvres, ils n'arrêtent pas de murmurer de la Mishnah, de la Gemara. Et des paroles de Torah. Et après, quand tu vois tout de suite une petite mitzvah, tu le vois, il prend un petit billet là-bas, un petit truc là-bas, il est toujours dans le... La question, elle est, il y en a que c'est peut-être proche à eux, mais de manière générale, c'est dur de dire que c'est proche à eux. Et c'est ça que le Tanya va dire. Mais c'est écrit dans la Torah que c'est proche à chacun. Et c'est lié à qu'est-ce que toi t'as dit, qu'on est tous des tzadikim. Et c'est pour ça que c'est proche à nous. Mais là, il faut, et ça, bravo, t'as construit le cheminement du cours. Là, le Admour Azaken va te dire, moi je vais te l'expliquer avec son humble approche, puisqu'il a dit que c'est qu'un recueil. Moi je vais t'éclaircir comment c'est proche à toi. Puisque la Torah elle dit que c'est proche à toi, moi mon but dans ce livre-là, du Tanya, et c'est ça le but que le Tanya vient faire, c'est comment, avec tout le fait qu'on est dans un monde matériel, et qu'on ressent des choses matérielles, dormir, manger, business, etc., que des choses qui sont entourées par notre matériel, comment avec tout ça, ton instinct il peut switcher à Dieu et aimer Dieu et la craindre de Dieu, etc. Et c'est ça que je veux faire dans mon Tanya, c'est ça le but du Tanya, Levaer et Hetev. Je vais éclaircir de manière... Hetev, c'est-à-dire un bon éclaircissement. Karov meod. Comment la chose est très proche à toi. Pas proche, très proche, parce que la Torah dit Karov elecha davar meod, très proche à toi. Beder aruka ou ktsara, de manière longue et courte. Be'ezrat Hashem itbarer, avec l'aide de Dieu. Et juste avec ça, je vais rester 2 minutes long et court, c'est très important de savoir. On connaît l'histoire de la Gemara, un enfant qui arrive, un Rav, Rabbi Yoshua Ben Hanania, qui arrive pour aller à Jérusalem, et il voit un enfant qui est dans un rond-point, il lui demande « Mon chéri », comme il voit comme ça, il s'adresse à cet enfant-là, il dit « Où est Jérusalem ?» Et là, l'enfant regarde le Rav, Rabbi Yoshua, et il dit « Tu veux quoi? Tu veux long et court ou court ou long ?» Il demande long, court, long. Aujourd'hui, on pense au café. Ce matin, je me fais le café, c'était long, c'était court, j'entendais ça. Non, mais je parle pas de ça, je te parle. Tu veux le chemin long et court ou court et long? Comme ça, il lui demande, l'enfant. Aïe! Et le Rav, il dit, waouh, c'est quoi cette question-là? Il dit, mais qu'est-ce qui le tilte au Rav? Il dit, mais moi, il a tout de suite dit, qu'est-ce qu'il a dit? Je veux court et long. Parce qu'en fait, il a réfléchi, il a dit, moi, je veux court. Mais il n'a pas réfléchi à la deuxième parole et long. Il a court et long. Ah ben c'est très simple, c'est là. Il arrive comme ça, et qu'est-ce qu'il voit? Un terrain d'ortie, des barbelés, des machins. Mais il est tout à côté, il est là, il voit Jérusalem, il est tout à côté. Mais il est tout à côté, c'est court. Mais c'est long. Il revient au rond-point, il dit, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Oui, je t'ai dit court et long, c'est très dur à y arriver. Et là, il a dit, regarde les enfants de Jérusalem, la Chorma, un petit enfant qui arrive à te ramener un concept de manière tellement sage pour que tu comprennes les choses. Et bien sûr, il a pris le chemin long, mais à la finale court. C'était plus long, mais il est arrivé. Il est arrivé à la finale. Le Tanya, contrairement à tous les livres qu'on a qui expliquent sur le service de Dieu, puisque c'est un livre, c'est surtout qui vient développer ton être pour t'expliquer qui tu es et à la finale comprendre et pouvoir
trouver le chemin, il va être long. Mais tu vas dire, va directement au but, va, il y a des livres de Moussard que directement, et c'est important Moussard aussi, mais directement ils te disent, faut pas faire ça, pourquoi tu m'expliques ça? Parce que c'est une manière que c'est vrai que ça sera long, mais tu vas arriver au résultat, au vrai résultat. Contrairement à des fois des choses que tu arrives, tout de suite tu ressens un ressenti, tu dis, ça me parle, mais après ça part comme c'est venu. Le Tania, c'est pas comme ça prend du temps, c'est encore une expression, encore une touche, mais qui fait un travail de thérapie dans ta racine, parce qu'il touche en fait à la finale ton être. Les autres livres, ils vont t'expliquer, les autres livres qui vont t'expliquer en service de Dieu, ils vont te parler sur un caractère. Et je vais expliquer à l'image d'un voleur. Il vient voler une fois, deux fois. T'as l'homme qui dit, dégage! Il vient dans mon jardin, dégage, je vais venir, je vais te sortir mon fusil, je vais te... Il sort, il dit, j'ai pas envie de me mettre. Mais il va attendre la faille que l'autre il part en vacances pour rentrer dans son jardin et pour tirer des choses et pour prendre. Ok? Mais par contre, qu'est-ce qu'il fait le chacham? L'homme qui est intelligent. Il va pas parler de la langue du voleur. Viens mon chéri, viens, qu'est-ce que tu veux? Moi, je veux que tu travailles pour moi. C'était comme ça, toi. Tu prends le voleur, tu dis, viens, je travaille pour moi. C'est l'histoire que tu m'as racontée ce matin. Viens avec moi. Je vais t'expliquer que tu n'as pas besoin de voler pour gagner ton argent. Parce que tu as une mauvaise éducation, mais moi, je te donne. Tu vas gagner beaucoup d'argent honorablement. Ça va aller doucement. Et je vais t'expliquer doucement et sûrement comment gagner ton argent de manière tranquille, sans voler. C'est quoi la différence entre les deux? C'est que l'un, tu l'as fait évader, mais il va revenir demain. Il va revenir après-demain. L'autre, tu as changé la situation. Le Tanya vient t'expliquer sur toi-même. Alors ça va prendre du temps parce que ça demande l'explication, ça demande une approche comme ça, mais à la finale, il y aura un résultat parce que tu vas voir que tu es complètement changé.